On essaiera de faire dans cette vidéo une révision générale de tout le contenu du TP réseau IP. On essaiera d'aborder tous les concepts vus en TP durant tout le semestre et pour cela on exploitera le sujet de test de l'année passée qu'on solutionnera étape par étape. Donc au niveau de cette révision générale, on va voir tous les points essentiels du TP, à savoir comme première étape la création du réseau physique. Donc on a appris durant le TP à créer des architectures et des topologies réseau. On s'est familiarisé avec les différents équipements, terminaux, intermédiaires, et aussi avec les différents types de câbles. Ensuite, on est passé vers la création d'un réseau logique, c'est-à-dire l'adressage IP. On a appris à découper une adresse réseau en plusieurs sous-réseaux via le sous-adressage statique IP ou bien FLSM. Ensuite, on a appris à configurer et à administrer les équipements intermédiaires, à savoir les routeurs et les commutateurs. Et pour cela, on avait utilisé plusieurs outils, dont les outils matériels comme le câble console plus l'adaptateur série USB et les outils logiciels, le logiciel Hyperterminal qui permet d'administrer les équipements intermédiaires. Ensuite, on est passé à l'adressage des équipements terminaux et intermédiaires, en l'occurrence les routeurs. On a appris à affecter à ces équipements des adresses IP, des masques et pour les PC, à attribuer une adresse IP de passerelle par défaut. On a ensuite appris à configurer le routage statique pour avoir une connectivité totale au niveau de l'architecture du réseau. Et ensuite, on a appris aussi à consulter la table de routage et à lire et à déduire certaines informations à partir de cette table. On s'est ensuite intéressé au principe de fonctionnement du protocole ARP. Donc ARP est un protocole qui permet de retrouver l'adresse MAC à partir d'une adresse IP. Et les PC et les routeurs sont les seuls équipements qui peuvent gérer ce qu'on appelle des tables ARP. Ensuite, on s'est intéressé au fonctionnement du switch et comment il permet de gérer la table qui lui est spécifique dans la table MAC. Et on a terminé avec la configuration du protocole Telnet, qui est un protocole qui permet un accès à distance et qui est configurable au niveau des routeurs et des commutateurs. Donc on va essayer de voir tous ces points via le sujet du test de l'année passée. Donc pour les outils utilisés au niveau du TP, on a utilisé le matériel physique de la salle de TP 122 de la faculté d'informatique, qui est une salle qui est constituée de plusieurs routeurs Cisco 1841 et commutateurs Cisco 2960. On a aussi appris à travailler avec le simulateur Cisco Packet Tracer. On a travaillé avec la version 8.2.2, donc c'est la version la plus récente en ce moment. Donc il faut savoir que le TP peut se faire soit sur matériel, soit via le simulateur. Et bien sûr, on travaille toujours avec la technologie Cisco. Donc première étape, création du réseau physique. Donc là, on a une topologie réseau. C'est la topologie qui a été utilisée dans le cadre du test de TP de l'année passée. Donc on a ici une architecture constituée de plusieurs équipements, à savoir des équipements terminaux et intermédiaires. Dans cette topologie, nous avons 10 PC ou bien 10 terminaux. Nous avons aussi 6 routeurs, 4 commutateurs et un concentrateur. Donc pour les équipements terminaux, c'est des équipements qui émettent ou bien reçoivent l'information de manière définitive, contrairement aux équipements intermédiaires qui agissent en tant que relais. Donc les équipements relais ou bien intermédiaires, c'est les routeurs, les switches et les concentrateurs. Donc ce qui est écrit en bleu ciel, donc PC PT, routeur PT, switch 2960 et EPT, c'est si vous voulez les marques ou bien les modèles qui sont utilisés au niveau du simulateur. Donc cette topologie, on peut la réaliser par exemple au niveau du simulateur Cisco Packet Tracer. On a aussi au niveau de cette topologie plusieurs types de câbles. On a 13 câbles Ethernet droit, on a 7 câbles Ethernet croisés et on a 2 câbles série. Comme information, lorsqu'on met un câble croisé entre deux routeurs, ça nous forme un réseau local. Et lorsqu'on met un câble série entre deux routeurs, ça nous forme un réseau étendu. Donc un réseau entre deux routeurs, c'est un réseau point à point en termes de topologie, mais en termes de distance administrative, ça peut varier. Donc si on utilise un câble Ethernet croisé, ça va nous former un réseau local qui est plus petit en termes de distance qu'un réseau étendu, un réseau WAN, lorsqu'on met un câble série. Pourquoi? Parce que la portée du câble série, elle est plus grande que celle du câble Ethernet. Donc si on est au niveau d'un LAN, on utilise des câbles Ethernet, mais si on configure ou bien on crée des réseaux
très grand, donc métropolitain ou bien étendu, là il faut utiliser entre deux routeurs très distants, donc dans deux villes différentes, il faudra utiliser un câble série. Donc au niveau du simulateur, utiliser un câble série ou bien un câble croisé n'importe peu parce que on est au niveau du simulateur et on ne sent pas justement cette distance. Par contre, si on devait créer par exemple cette topologie dans le monde réel, là il faut faire attention si on utilise un câble série ou bien un câble Ethernet. Maintenant, pour rappel, la différence entre un câble droit et un câble croisé, c'est que le câble droit possède deux extrémités avec la même technologie, donc la technologie B ou bien A, tandis qu'un câble croisé possède deux extrémités avec deux technologies différentes. Et le câble droit, c'est un câble qui est utilisé pour relier deux équipements de deux couches différentes, donc un équipement de couche logicielle avec un équipement de couche physique, tandis qu'un câble croisé est utilisé pour relier deux équipements de même niveau, c'est-à-dire deux équipements de couche logicielle ou bien deux équipements de couche physique. Pour les couches, selon le modèle OSI, donc la couche 1 et 2, c'est la couche physique, donc c'est la couche physique plus la couche accès ou bien liaison de données. Et pour les couches supérieures, donc réseau, transport, présentation, session et application, ce sont des couches logicielles. Donc le fait qu'un équipement appartienne à la couche 7, 6, 5, 4 ou bien 3 implique que cet équipement fait partie de la couche logicielle. Et si on fait partie de la couche 1 et 2 selon le modèle OSI, veut dire que l'équipement fait partie de la couche physique. Donc regardez au niveau de ces figures, vous verrez quel est le cas d'utilisation du câble droit et du câble croisé. Donc pour relier un switch avec un routeur, on utilise un câble droit. Pour relier un switch avec un PC, câble droit. Switch avec serveur, câble droit. Hub avec PC, câble droit. Et hub avec serveur, câble droit. Bien sûr, même hub avec routeur. Maintenant, si on met deux switches entre eux, ou bien deux hubs entre eux, ou bien un switch avec un hub, ou bien deux routeurs, ou bien un routeur avec un PC, ou bien deux PC entre eux, là, il faudra utiliser un câble croisé. Nous avons vu aussi tous ces détails au niveau du TP0 lorsqu'on a appris à confectionner des câbles RJ45. Donc la première étape, c'était la création du réseau physique. On passe maintenant à la création du réseau logique. Donc pour cette topologie, nous avons une adresse réseau pair. Donc c'est une adresse qu'on va découper en plusieurs adresses de sous-réseau. Ici, on a une adresse réseau, c'est-à-dire qu'on a une adresse avec tous les bits de la partie machine à 0. On a aussi un masque, /15, veut dire qu'on a 15 bits pour la partie réseau et tout le reste est affecté à la partie machine, en l'occurrence les 17 bits de poids faible. Maintenant pour découper, lorsqu'on opte pour un découpage statique, il faut d'abord connaître le nombre de sous-réseaux pour pouvoir connaître la taille de la partie sous-réseau. Donc la taille de la partie sous-réseau, ce sera des bits de poids fort qu'on va piocher de la partie machine de l'adresse réseau pair qu'on va affecter à chaque sous-réseau. Et pour connaître cette taille d'identifiant, il faut connaître le nombre de sous-réseaux. Au niveau de cette topologie, si on fait le découpage, par exemple au niveau de R1, le PC1 et le PC2 font partie de deux réseaux différents. Donc sous-réseau 1 pour PC1, sous-réseau 2 pour PC2. Donc la majorité des étudiants font cette petite faute où ils pensent que PC1 et PC2 sont reliés par un seul routeur. Donc ils ne voient pas qu'il y a deux interfaces au niveau du routeur qui sont différentes et ils pensent que PC1 et PC2 font partie du même réseau local. Donc ça, c'est une faute à ne pas commettre. La règle, c'est de toujours délimiter grâce aux équipements de niveau supérieur ou égal à 3 ou bien les routeurs. Donc les routeurs, ce sont des équipements qui divisent le domaine de diffusion. Donc un routeur ne peut pas appartenir à un réseau local, il va interconnecter justement les réseaux locaux entre eux. On a le réseau point à point entre R1 et R3, donc c'est un WAN normalement, parce qu'il y a un câble série. On a ensuite le réseau entre R2 et R3, c'est le quatrième. Ensuite le LAN du PC3. Vous remarquez aussi que lorsqu'on délimite les réseaux, on inclut les interfaces des routeurs, mais on n'inclut pas le routeur au complet. On passe au sixième sous-réseau, celui du PC4. Ensuite, le réseau point à point entre R3 et R4, c'est le septième sous-réseau. Maintenant, c'est un peu compliqué ici, lorsqu'on essaie de délimiter les sous-réseaux entre R4 et R6 et R5 par exemple. Donc, déjà entre R5 et R6, on sait que c'est un sous-réseau. Maintenant, ce qu'il y a au milieu, il faut aller en suivant juste la définition, en incluant uniquement les interfaces
des routeurs du même réseau local. Donc ici vous avez PC 9 et 10 font partie du même réseau parce qu'ils sont liés par un switch. En revanche, PC 7, 5, 6 et 8 font partie d'un réseau différent de celui des PC 9 et 10 parce que entre PC 9 par exemple et PC 7, il faut passer par un routeur. Ici on passe par un routeur veut dire qu'on change de réseau local. On remarque aussi que les sous-réseaux 8 et 9 sont des sous-réseaux à accès multiple, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs passerelles pour les machines, contrairement aux sous-réseaux 1, 2, 5 et 6 qui sont des réseaux d'extrémité où il y a une seule passerelle. Et on termine avec le sous-réseau point à point entre R5 et R6. Et donc au total au niveau de cette topologie nous avons 10 sous-réseaux. Du moment qu'on a 10 sous-réseaux, ça implique qu'il nous faut 4 bits au niveau de l'identifiant sous-réseau. Et à partir de là, on va faire le plan d'adressage. Donc on commence déjà par écrire l'adresse IP en binaire, en divisant aussi la partie réseau et la partie machine. On prend les 15 bits de poids fort partie réseau, les 17 bits de poids faible partie machine. Donc 17 parce que c'est 32 moins 15. On peut, grâce à l'information du nombre de sous-réseaux, connaître la taille de la partie sous-réseau, qui est sur 4 bits. Donc ça sera les 4 bits de poids fort de la partie machine. Et donc le masque de sous-réseau va être égal à un slash 15 plus 4. Donc on a les 15 bits de la partie réseau du grand réseau, plus 4 bits de la partie sous-réseau. Donc ça nous donne un slash 19. Et si on écrit le masque en décimal, il faudra d'abord l'écrire en binaire. On va écrire 19 bits positionnés à 1, suivi de ce qui reste, donc 32 moins 19 bits positionnés à 0. Donc je pense que c'est 13. Donc 13 et 19. Donc 19 bits à 1, si on les écrit en format IP, donc 4 groupes de 8 bits séparés barre des points, et ensuite on convertit ces 4 groupes octet par octet, on obtiendra le masque 255.255. Donc 255 déjà c'est 8 bits, 255 c'est 8 bits, donc on a 16 bits. Ensuite il nous manque 3 bits, donc c'est 1, 1, 1 avec 5 zéros, et 1, 1, 1 avec 5 zéros c'est égal à 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 5, donc c'est égal à 128 plus 64 plus 32, et c'est égal à 224. Pour les 8 derniers bits, ils seront égaux à 0, donc c'est 0 aussi en décimale. Donc c'est bon aussi de connaître le masque de sous-réseau en décimale parce que parfois on aura besoin de ce masque lorsqu'on adresse nos équipements. Parfois on ne peut pas, surtout au niveau du matériel ou bien du simulateur, lorsqu'on saisit le masque d'un PC ou bien le masque d'une interface d'un routeur, il faut l'écrire en décimale, que ce soit au niveau des formulaires, de manière graphique ou bien grâce aux commandes. Maintenant pour le plan d'adressage, c'est toujours ce tableau-là qui est constitué de 6 colonnes. Donc vous avez le nom du sous-réseau ou bien le numéro. Vous avez l'identifiant sous-réseau, donc c'est l'écriture de l'identifiant sur 4 bits et le faire varier pour chaque sous-réseau. Ensuite vous avez l'adresse IP du sous-réseau, donc vous écrivez l'adresse avec bits de la partie machine à 0. Donc ça sera l'adresse qui va identifier le sous-réseau. Ensuite vous avez l'adresse de diffusion où vous mettez tous les bits de la partie machine à 1. Et ensuite vous avez la plage d'adresse IP que vous pouvez utiliser pour adresser vos équipements. Donc vous avez une plage ou bien un intervalle de la première adresse vers la dernière adresse. Première adresse c'est toujours adresse réseau plus 1 et dernière adresse c'est toujours adresse de diffusion moins 1. Donc l'idée c'est de trouver les adresses sous-réseau et adresses de diffusion du sous-réseau, ensuite déduire les plages. Donc ici comme on voit, on a réécrit notre adresse IP telle quelle. On a pris 4 bits au niveau de la partie machine qu'on a affecté à la partie sous-réseau et on a déduit l'adresse réseau. Donc toujours l'adresse du premier sous-réseau elle est égale à l'adresse du réseau père, ou bien l'adresse IP mère. Ensuite, pour le prochain sous-réseau, vous faites un plus 1 en binaire au niveau de l'IDF. Lorsque vous faites un plus 1 ici, au niveau du troisième octet, vous avez le bit à la position numéro 6, positionné à 1, c'est équivalent en décimale à 2 à la puissance 5, donc c'est 32. Ensuite, vous faites 1 plus 1, donc 0, 0, 0, 1 plus 1, ça donne 0, 0, 1, 0. Ensuite, ça sera le bit à la position 7 qui sera positionné à 1.
donc c'est équivalent décimal à 2 à la puissance 6, donc 64, etc. Ensuite vous aurez 1, 0 plus 1 c'est égal à 1, 1, donc ça sera le bit à la position 6 et 7, donc ça sera 32 plus 64 c'est égal à 96, et ensuite vous aurez 0, 0, 1, 1 plus 1 c'est égal à 0, 1, 0, 0, et ce 1 là c'est le dernier bit de poids fort au niveau de l'octet. Il est équivalent en décimal à 2 à la puissance 7, donc c'est égal à 128. Vous remarquez que c'est très facile à deviner si on s'exerce beaucoup. Ensuite, pour l'adresse IP de diffusion, c'est la même chose qu'au niveau de l'adresse IP réseau, sauf que vous mettez D1 au niveau de la partie machine. Remarquez ici, ce ne sont que ces bits qui sont concernés. Pour l'identifiant, vous le gardez tel quel, ça devient une partie réseau du sous-réseau. Et il ne vous reste plus qu'à convertir en décimales. Ensuite, tout ce que vous obtenez, adresse sous-réseau et diffusion, vous faites un plus 1 au niveau de l'adresse réseau pour obtenir la première adresse de la plage, et vous faites adresse diffusion moins 1 pour obtenir la dernière adresse IP de la plage. Donc ça c'est les 5 premiers sous-réseaux. On a les 5 derniers, donc les sous-réseaux 6, 7, 8, 9 et 10. C'est à peu près de la même manière. Remarquez ici, au niveau du 8e pour passer au 9e, 0, 1, 1, 1 plus 1, ça va donner 1, 0, 0, 0. Donc ici, quand vous allez convertir, on sait qu'ici c'est un 160, plus 1, ça donne 161. Ensuite, vous avez ici 161.32. Donc, on peut utiliser la calculatrice comme on peut le faire de manière visuelle, si vous voulez. Si on connaît comment convertir 8 bits bien octets en décimales. Il suffit juste de connaître les différents chiffres. Donc, vous avez 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Essayez de jouer avec ces chiffres-là pour trouver les bons résultats. Même chose pour les adresses de diffusion et les plages. Donc ici, à ce stade-là, on a pu récupérer 10 plages pour nos 10 sous-réseaux, parce que notre topologie, elle est constituée de 10 sous-réseaux. A noter aussi que du moment qu'on a 4 bits au niveau de la partie sous-réseau, on aurait pu adresser jusqu'à 16 sous-réseaux, parce que on a 4 bits, donc on a 2 à la puissance 4 possibilités. Sauf qu'on a uniquement 10 sous-réseaux, on ne va pas continuer l'adressage jusqu'au 16e sous-réseau. Donc on peut encore ajouter 6 sous-réseaux, sauf qu'on ne va pas le faire, on va juste faire ce qui est demandé. Donc lorsque vous faites votre plan d'adressage, vous ne faites que le nombre de réseaux que vous avez au niveau de la topologie, pas la peine d'exploiter tout l'identifiant de 4.0 jusqu'à 4.1. Troisième étape, donc après avoir créé le réseau physique et logique, on a appris à configurer et à administrer les équipements intermédiaires. Donc les équipements terminaux, c'est facile de les administrer parce qu'ils possèdent des interfaces graphiques. En revanche, les équipements intermédiaires qui sont de niveau un peu plus bas que le PC, donc routeur qui est de niveau 3 et le switch qui est de niveau 2, il faut passer par un équipement terminal de configuration pour pouvoir le configurer. Il faut relier cet équipement terminal de configuration à l'équipement intermédiaire via un câble console. Donc c'est un câble qui possède une extrémité console qui sera insérée au niveau de l'équipement à administrer, donc routeur ou bien switch, et une extrémité série qui sera insérée au niveau du terminal de configuration. Maintenant, si votre équipement terminal ne possède pas de port série, vous pouvez toujours ajouter un adaptateur série USB pour pouvoir avoir une extrémité console USB. Bien sûr, il faut installer le pilote adéquat lorsque vous utilisez un adaptateur. Ensuite, lorsque vous faites ce branchement, vous allumez ou bien vous utilisez Hyperterminal, qui est l'outil logiciel qui va nous permettre de saisir des commandes qui permettent de configurer justement ces équipements intermédiaires. Et comme on travaille avec la technologie Cisco, on va apprendre toutes les commandes Cisco iOS. Donc il faut aller au niveau du simulateur à l'onglet Desktop Terminal, ou bien dans le monde réel, il faut aller à Hyperterminal. Ensuite, vous réglez les différents paramètres pour nos routeurs et commutateurs. Donc on a l'habitude d'utiliser les routeurs 1841 et les commutateurs 2960. Donc il faut régler un débit à 9600 bits par seconde et un contrôle de flux à aucun. Vous appuyez sur OK et vous vous retrouvez au niveau de l'interface en ligne de commande. Donc c'est à partir de cette interface que vous allez commencer à saisir les commandes qui permettent de configurer vos équipements.
Alors lorsque vous appuyez sur Entrée, vous allez vous retrouver au niveau du mode utilisateur simple. Et le symbole du mode utilisateur simple, c'est le supérieur. Donc c'est un mode où on peut afficher quelques informations concernant notre équipement intermédiaire, donc routeur ou bien commutateur. Donc on peut afficher la version par exemple, on peut afficher peut-être la mémoire flash, on peut afficher des informations physiques concernant l'équipement. Ensuite, on peut passer vers un mode supérieur qui est le mode utilisateur privilégié. Donc le symbole c'est dièse. Pour ce faire, il faut taper la commande enable au niveau du mode utilisateur simple pour passer du mode utilisateur simple vers le mode utilisateur privilégié. Donc ce mode, c'est un mode qui permet de voir des informations concernant le routeur ou bien le switch, voir les tables, voir les fichiers de configuration, voir des adresses IP, etc. Donc voir un peu des informations assez confidentielles. Ensuite, pour passer vers un mode où on peut modifier ou bien configurer, il faut taper la commande configure terminal pour passer de dièse à config dièse ou bien le mode de configuration du terminal. Et au niveau du TP, on n'a pas appris à configurer tous les paramètres du routeur ou bien du switch. On a juste appris à configurer une interface d'un routeur via la commande interface suivi du nom de l'interface suivi du numéro de l'interface pour entrer en mode de configuration d'interface ou bien dièse config if. Au niveau de ce mode, on a appris à affecter une adresse IP à l'interface et à allumer l'interface. Maintenant, pour revenir vers un mode précédent, il faut taper la commande exit. Lorsque vous tapez la commande exit, config if devient config. On a aussi appris à configurer les lignes virtuelles, donc passer du mode config au mode config line, c'est un mode qui permet de configurer telnet. Donc c'est ce qu'on avait appris à faire au niveau de ce TP. On a appris à aller vers ces deux modes uniquement. Il faut noter qu'il y a d'autres modes qui existent au niveau du routeur ou bien du commutateur. Donc ensuite, pour revenir vers le mode config, il faut taper exit. Pour aller vers dièse, il faut taper exit. Pour aller vers supérieur, il faut taper exit. Et lorsqu'on tape exit au niveau de supérieur, on va se déconnecter au niveau de hyper terminal. Comme il y a la commande end qui permet d'aller directement vers le dièse, quel que soit le mode au niveau duquel on se trouvait, que ce soit config if, config line ou bien config. Donc au niveau de config if, si vous tapez end, c'est équivalent à taper deux fois exit par exemple. Et pour résumer, vous avez routeur supérieur, vous tapez enable, donc supérieur se transforme en dièse. Vous tapez configure terminal, dièse se transforme en config dièse. Vous tapez interface, nom d'interface, numéro d'interface, config dièse se transforme en config if. Ensuite, là, vous tapez les différentes instructions concernant l'interface que vous êtes en train de configurer. Dès que vous terminez, vous remarquez qu'on ne change pas de mode ici. On va taper exit pour revenir vers config. Et là, on va configurer les lignes virtuelles. Donc là, on va taper line, numéro. Ensuite, config va se transformer en config line. Ensuite, vous avez les différentes instructions au niveau des lignes. On a appris à configurer les lignes virtuelles pour telnet. Donc on va taper les commandes qui permettent d'activer telnet, les commandes qui permettent d'affecter un mot de passe d'accès telnet, etc. Lorsqu'on veut quitter ce mode, on tape exit. Donc config line devient config. Exit config devient dièse. Exit dièse devient supérieur. Et là, on est au niveau du mode utilisateur simple comme on était au début. On peut taper end et revenir vers dièse directement, quel que soit le mode au niveau duquel on se trouvait, que ce soit config, config if ou bien config line. Quatrième étape au niveau de cet exercice, c'est l'adressage des équipements. On commence déjà par la première étape, l'étape 4, qui est l'adressage des équipements terminaux. Donc ici on a 10 PC à adresser. Donc attribuer à ces 10 PC une configuration réseau revient à leur attribuer une adresse IP de monodiffusion. Donc c'est une adresse IP où tous les bits de la partie machine sont ni tous égaux à 0 ni tous égaux à 1. Donc c'est une adresse qu'on va récupérer de la plage d'adresse IP lorsqu'on a fait le découpage. Donc on peut pas affecter par exemple une adresse réseau ou bien une adresse de diffusion à un PC. Ensuite on affecte un masque de réseau au PC. Et on affecte une adresse IP de passerelle par défaut. Donc l'adresse IP de passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de l'interface locale du routeur de périphérie. Donc c'est l'adresse via laquelle le PC pourra sortir de son réseau local. Donc la passerelle par défaut n'est utilisée que si le PC
tente de communiquer avec un PC qui est différent, qui ne se trouve pas au niveau de son réseau local. Par contre, si le PC communique localement, par exemple si PC5 tente de communiquer avec PC6, du moment qu'il se trouve au niveau du même réseau local, nul besoin de configurer une adresse de passerelle par défaut. Par contre, si PC5 tente de communiquer avec PC8 ou bien 9 ou bien 10, pardon, du moment qu'il se trouve dans un autre réseau local, là il faudra passer par l'adresse IP de passerelle par défaut. Donc il faudra spécifier l'adresse de l'interface du routeur. On pourra spécifier par exemple R4 ou bien R5. On pourra spécifier l'interface Fast Ethernet 1/0 de R4 ou bien Fast Ethernet 1/0 de R5. Et on fait ça au niveau du PC de manière graphique parce que c'est un équipement de niveau 7. Donc on va saisir l'adresse IP monodiffusion au niveau du formulaire IP adresse. Ensuite on saisit le masque de réseau au niveau du formulaire subnet mask. Et ensuite on saisit l'adresse IP de la passerelle par défaut au niveau de default gateway. Donc par abus de langage on dit donner une adresse IP à un PC, c'est un peu faux. On devrait dire donner une adresse IP à l'interface réseau du PC, parce que le PC possède une carte réseau, et donc on va affecter cette adresse IP à la carte réseau du PC. Un serveur par exemple peut posséder deux interfaces ou bien deux cartes réseau, et donc là le serveur aura deux adresses IP différentes parce qu'il a deux cartes réseau. Donc l'adresse IP elle n'est pas affectée à l'équipement mais à la carte réseau ou bien à l'interface réseau de cet équipement. Donc voilà par exemple pour les PC 1, 2, 3 et 4, comment est-ce qu'on va leur affecter des configurations réseau. Donc ici, on a récupéré les plages d'adresses IP des sous-réseaux 1, 2, 5 et 6, parce que PC1 fait partie du sous-réseau 1, PC2 fait partie du sous-réseau 2, PC3 fait partie du sous-réseau 5 et PC4 fait partie du sous-réseau 6. Donc voici les plages qu'on a obtenues lors du découpage statique. Et ici, on a les premières adresses jusqu'aux dernières adresses. On a aussi le masque /19 qui est commun pour toutes les machines au niveau de la topologie. Alors comme règle de bonne manière, on préfère utiliser les premières adresses IP d'une plage pour les machines, à savoir les PC, et les dernières adresses IP d'une plage sont affectées aux interfaces de routeurs. Donc PC1 par exemple, on va lui donner la première adresse de la plage du sous-réseau 1, donc 0.1, masque /19, et passerelle par défaut, ça sera la dernière adresse de la plage, donc 31.254, qui sera l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 0/0 de R1. Pour PC2, c'est à peu près la même chose. On va lui affecter la première adresse de la plage du deuxième sous-réseau, donc 32.1, et la passerelle, ça sera la dernière adresse, donc 63.254, qui sera l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 1/0 de R1. Pour R3, on va lui affecter la première adresse de la plage du sous-réseau 5, donc 128.1, et la passerelle, ça sera 159.254, qui sera aussi l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 1/0 de R2. Et pour R4, on va lui affecter l'adresse IP 160.1, qui est la première adresse de la plage du sous-réseau 6, et la passerelle, ça sera 191.254, qui est la dernière adresse de la plage, et qui sera l'adresse IP de l'interface 1/0 de R3. Pour les PC 5, 6, 7 et 8, du moment qu'ils font partie du même réseau, donc on va leur affecter une adresse, les 4 premières adresses de la plage du sous-réseau numéro 9. Donc 0.1 pour PC5, 0.2 pour PC6, 0.3 pour PC7, 0.4 pour PC8. On remarque qu'ils ont tous la même passerelle qui est 31.254. Et pour les PC 9 et 10, ils font aussi partie du même réseau local qui est le sous-réseau numéro 8. Donc voici la plage. Donc 224.1 pour PC 9, 224.2 pour PC 10. Et passerelle, ça sera 255.254. Donc pour les deux, qui sera peut-être l'interface, l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 1/0 de R6. A noter que PC 9 et 10 peuvent avoir plusieurs passerelles, donc que ce soit R6, R4 et R5, parce que le sous-réseau 8 est un réseau à accès multiple. Donc voici un résumé de toutes les adresses IP que nous avons affectées à nos machines, de PC1 jusqu'à PC10,
Chaque PC possède une adresse IP de monodiffusion, un masque de réseau et une adresse IP de passerelle par défaut. Donc on a pu leur donner des adresses grâce au découpage. Donc si on fait un découpage qui est faux, on aura des adresses qui seront fausses. Et on a opté pour cette règle de bonne manière qui dit que les premières adresses sont affectées aux machines et les dernières adresses d'une plage sont affectées aux interfaces des routeurs. On passe maintenant bien sûr à l'adressage des équipements intermédiaires, à savoir les routeurs, ou bien à l'adressage de leurs interfaces. Donc on va attribuer à toutes les interfaces des 6 routeurs une adresse de monodiffusion, ça sera la dernière adresse de la plage, un masque de réseau, et on n'oublie pas aussi d'allumer l'interface. Donc du moment que le routeur est de niveau 3, il ne possède pas d'interface graphique, donc il faudra le faire via la ligne de commande et taper les différentes commandes qui permettent d'affecter une adresse et d'allumer. Donc IP adresse, adresse IP, masque, ça permet d'affecter une adresse IP de monodiffusion à une interface d'un routeur. Donc l'interface est ici, avec son nom et son numéro. Et no shutdown permet d'allumer l'interface qu'on est en train de configurer, où est-ce qu'on a ici spécifié le nom et le numéro. Donc on va faire ce travail pour toutes les interfaces des 6 routeurs. On commence par R1. Donc R1 est un routeur qui est constitué de 3 interfaces, donc Fast Ethernet 0/0, Fast Ethernet 1/0 et série 2/0, et chaque interface appartient à un sous-réseau différent. Donc c'est pour ça qu'ici on a aussi les plages des sous-réseaux 1, 2 et 3. Donc R1, si vous voulez, interconnecte les sous-réseaux 1, 2 et 3. Et les sous-réseaux 1, 2 et 3 sont des sous-réseaux ou bien des réseaux voisins, parce qu'ils sont séparés par un seul routeur. Donc voici toutes les commandes qui permettent de configurer les interfaces de R1. Donc interface, nom et numéro. Ensuite vous avez IP adresse, adresse IP et masque. Le masque il est le même pour toutes les interfaces parce qu'on a fait un découpage statique. Et vous remarquez qu'on est en train de piocher les dernières adresses IP des plages, contrairement aux premières adresses qui sont affectées aux machines. Et on fait un no shutdown pour les 3 interfaces. Donc à ce stade, R1 il est configuré. Donc toutes les interfaces actives de R1 sont configurées, c'est-à-dire qu'elles possèdent des adresses IP et qu'elles sont allumées. R2 possède 2 interfaces et interconnecte les sous-réseaux 4 et 5. On les configure aussi de la même manière. On leur attribue les adresses des dernières adresses de la plage, à savoir les plages des sous-réseaux 4 et 5. Ensuite, on passe à R3. Il possède 4 interfaces et interconnecte les sous-réseaux 3, 4, 6 et 7. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc ici, on a mis les dernières pour les interfaces Fast Ethernet 1/0 et série 3/0. Ce qu'on remarque au niveau de l'interface 0/0 et série 2/0, c'est qu'on a mis l'avant-dernière. Pourquoi? Parce que la dernière, elle a déjà été prise par R1 et R2. Donc si on se rappelle ici, Serial 2/0, elle est reliée à R2 ou bien R1, je ne me souviens pas. L'essentiel, elle est reliée à un routeur qu'on a déjà configuré, et du moment que l'interface série de ce routeur a déjà pris la dernière adresse, donc la deuxième adresse qui est ici, de R3, va prendre l'avant-dernière adresse. C'est pour ça qu'on a 253. Si on avait un autre routeur présent au niveau du réseau, il aurait pris peut-être l'adresse 252, etc. Donc on prend les dernières adresses. Alors ce n'est pas faux de prendre les premières, sauf que c'est une règle de bonne manière en termes d'organisation, c'est-à-dire pour ne pas se perdre et ne pas confondre les adresses affectées aux machines et les adresses affectées aux interfaces. C'est plus commode lorsqu'on saisit par exemple les adresses de passerelle au niveau des PC. On risque pas de se tromper si on opte pour cette règle de bonne manière. Pour R4 qui interconnecte les sous-réseaux 7, 8 et 9, voici la config des interfaces. C'est toujours la même syntaxe. Interface, nom, numéro, IP adresse, adresse IP, masque et no shutdown et exit. On remarque aussi que l'interface série 3/0 prend l'adresse .253, l'avant-dernière adresse de la plage du sous-réseau numéro 7. Pourquoi? Parce que le voisin, qui est R3, a déjà pris l'adresse 223.254. R5, qui interconnecte les sous-réseaux 8, 9 et 10,
même chose. On va leur attribuer les dernières adresses ou bien les avant-dernières si les dernières sont prises aux interfaces. Et R6 qui interconnecte les sous-réseaux 8 et 10. Remarquez ici, l'interface face Ethernet 1/0 prend l'adresse 252, parce que 253 et 254 ont été affectés aux interfaces de R4 et de R5. Pourquoi? Parce que sous-réseau 8, c'est un réseau à accès multiple qui contient 3 interfaces des 3 routeurs R4, R5 et R6. R4 a pris 254, R5 a pris 253, R6 prend 252. Et voici ici un résumé de toutes les adresses IP, de toutes les interfaces des 6 routeurs qu'on a configurés grâce aux commandes. Donc voici la topologie après configuration des interfaces, après configuration des équipements terminaux aussi. Donc tous les voyants rouges deviennent verts, c'est-à-dire que toutes les interfaces de tous les routeurs ils sont allumées. Donc la communication intra-sous-réseau fonctionne et la communication aussi entre les sous-réseaux voisins va fonctionner. Par contre, la communication inter-sous-réseau distant ne va pas fonctionner parce que chaque routeur ne connaît que les réseaux qui lui sont directement connectés. Donc pour avoir une connectivité totale, il faut configurer le routage statique. Donc via la commande IP-route, adresse IP du réseau distant, masque du réseau distant, adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc c'est la direction qu'il faut prendre pour aller vers ce réseau distant qu'on ne connaît pas. On va le faire pour tous les routeurs. On a ici par exemple R1 qui est un routeur qui connaît 3 réseaux, 1, 2 et 3. Il ne connaît pas les sous-réseaux 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, donc il faudra lui ajouter 7 routes statiques ou bien 7 commandes du style IP-route. R2 connaît 2 réseaux, implique qu'il faudra lui ajouter 8 IP-routes. R3 connaît 3, 4, 6 et 7, donc il faut ajouter 6 IP-routes vers les 6 réseaux qu'il ne connaît pas, donc 1, 2, 5, 8 et 9 et 10. R4 connaît sous-réseau 7, 8 et 9, donc il faut ajouter 7 routes statiques. R5 connaît 8, 9 et 10, il faut ajouter 7 routes statiques vers les sous-réseaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et R6 enfin connaît les sous-réseaux 8 et 10, il faut lui ajouter 8 routes statiques. Donc il faut configurer toutes ces routes statiques au niveau de tous les routeurs pour qu'il y ait une connectivité totale. Donc les routeurs doivent connaître tous les réseaux de la topologie. C'est-à-dire que chaque routeur doit connaître 10 réseaux. Par défaut, le routeur ne connaît que les réseaux qui lui sont directement connectés. Il faut qu'il apprenne tous les réseaux qui ne lui sont pas directement connectés ou bien qui sont distants par rapport à lui. On commence par R1 qui connaît sous-réseau 1, 2 et 3. Donc il faut ajouter des routes statiques vers tous les sous-réseaux qu'il ne connaît pas, à savoir 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voici les différents IP-routes qu'on va saisir. Donc voici ici les adresses des sous-réseaux. Là vous avez une explication. Ça c'est les adresses qu'on a récupérées à partir du plan d'adressage lorsqu'on a fait le découpage statique. Ici vous avez un masque qui est identique, c'est toujours un /19 parce que c'est un découpage statique. Et ici vous avez l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc comme R1 ne possède qu'un seul voisin qui est R3, donc tous les réseaux sont derrière R3. Donc on dit au routeur R1 que si tu veux aller vers les sous-réseaux 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, passe par l'interface série 2/0 de R3 qui est ton voisin. Et lorsque maintenant on va afficher la table de routage de R1 via la commande en mode utilisateur privilégié Show IP Route, on aura 10 lignes. On aura 3 lignes statiques pour les réseaux, 3 lignes connectées pour les réseaux directement connectés à R1. On aura 7 lignes statiques pour les réseaux distants. Ici vous avez toutes les adresses de tous les sous-réseaux. Donc pour les réseaux directement connectés, vous avez les interfaces de sortie, donc les interfaces propres du routeur. Et là vous avez pour les routes statiques l'adresse IP de l'interface du routeur voisin ou bien le chemin ou bien la direction pour aller vers ces sous-réseaux. C'est facile lorsqu'on a un seul voisin, on met toujours la même adresse. Lorsqu'on a plusieurs voisins, il faut faire attention à la direction. Donc si le réseau se trouve derrière le voisin de droite, on l'emmène vers le voisin de droite. S'il se trouve vers le voisin de gauche, il faut l'emmener vers le voisin de gauche. On peut avoir aussi 3, 4 voisins.
Donc ça, c'est dans le cas des réseaux à accès multiple. Donc ici, R1 va connaître tous les réseaux de la topologie. Donc il a une connaissance totale. Il faut le faire pour les 5 autres routeurs. Donc pour R2 qui connaît sous-réseau 4 et 5, il faut ajouter 8 IP routes vers les sous-réseaux 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10. Voici leurs adresses avec le bon ordre. Et R2 aussi possède un seul voisin qui est R3. Donc je vais dire à R2 que pour aller vers tous les réseaux que tu connais pas, passe par l'interface Fast Ethernet 0/0 de R3. Et quand j'affiche la table de routage, je vais avoir 2 lignes connected et tout le reste statique. Même chose pour R3 qui connaît 4 sous-réseaux. Donc il faut ajouter 6 IP routes vers les sous-réseaux 1, 2, 5, 8, 9 et 10. Les voici. Et pour R3, il a 2 voisins. Il a 3 voisins. Il a R1, il a R2 et il a R4. Donc là, il faut faire attention au chemin. Et lorsqu'on affiche la table de routage de R3 via la commande sur IP route, vous aurez 4 lignes connected et 6 lignes statiques. De la même manière à peu près que tous les autres routeurs. Donc à ce stade, R1, R2 et R3 connaissent toute la topologie. R4 qui connaît uniquement les sous-réseaux 7, 8 et 9, il faudra lui ajouter 7 routes statiques vers les sous-réseaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10. Il peut exister des cas où plusieurs chemins sont possibles. Donc lorsque plusieurs chemins sont possibles, on peut les insérer, les deux ou bien un seul. Donc si on insère les deux, ça va créer ce qu'on appelle un équilibrage de charge, c'est-à-dire que si j'ai 20 paquets vers le sous-réseau par exemple 10 où il y a 2 chemins possibles, eh ben je vais forwarder 10 paquets vers R5 et 10 autres paquets vers R6 pour ne pas charger un seul routeur à faire tout le travail. Comme on aurait pu juste saisir une seule adresse de sortie, c'est-à-dire une seule route. Et au niveau de la table de routage, on pourra même voir lorsqu'il y a 2 chemins. Regardez pour le sous-réseau numéro 10, vous pouvez passer soit par l'interface 6/0 de R5 ou bien l'interface 1/0 de R6. On peut essayer de le montrer au niveau de la topologie R4 vers sous-réseau 10. Regardez, R4 vers le sous-réseau 10 qui est celui-là, on peut soit passer par R6, soit passer par R5. Donc là, on a 2 chemins qui sont possibles. Donc il y a parfois où il y a un seul chemin, c'est comme le cas de sous-réseau 1. Il n'y a pas 36 000, on passe par R3, on est obligé. On passe par R3 qui va le délivrer. Mais dans le cas où il y a ici des réseaux à accès multiples, on peut passer par plusieurs chemins pour arriver à destination. Lorsqu'on trouve qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent nous emmener vers ce sous-réseau, on peut les saisir pour avoir justement cet équilibrage de charge. R5 maintenant, qui connaît les sous-réseaux 8, 9 et 10, il faut lui ajouter des IP routes vers les sous-réseaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et du moment que R5 possède 2 voisins, il peut soit passer par R4 ou bien par l'autre interface. Donc on peut revenir vers la topologie et le montrer au niveau, regardez par exemple de R5. Donc pour aller vers les sous-réseaux 1, 2, 5, 4, 3, 7 et 6, regardez, on peut soit passer par Fast Ethernet 0/0 de R4, donc via sous-réseau 8, ou bien via 1/0 de R4 en passant par le sous-réseau 9. Donc ici, il existe 2 chemins pour tous les sous-réseaux. On peut les saisir comme on ne peut ne pas les saisir. Donc ici, regardez, on peut saisir les commandes ainsi, ou bien les saisir x2 en changeant le prochain saut, donc 255.254, et le remplacer par 31.254, qui est l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 1/0 de R4. Donc là, je ne les ai pas saisis x14, parce que là, il aurait fallu saisir 14 commandes au lieu de 7. Mais si on voulait un équilibrage de charge, et si on voulait qu'il y ait une bonne qualité de service au niveau du réseau, on les aurait saisis. Par contre, il y a un problème, c'est que s'il y a beaucoup de routes,
là, ça va impliquer qu'il y aura une table de routage qui sera très grande. Donc le routeur va travailler un peu plus au niveau de son CPU. Par contre, il y aura un équilibrage de charge, c'est-à-dire que on va faire passer les paquets par deux chemins. Donc il y aura par exemple une vitesse de transmission qui sera plus meilleure. Donc on aura un débit qui sera peut-être plus rapide lorsqu'on a deux chemins où on va emmener la moitié du trafic vers la première et l'autre moitié vers le deuxième. Donc lorsqu'on configure le routage statique, il faut faire attention à ce qu'on a au niveau de la topologie. Il faut nous-mêmes trouver les directions et les chemins et faire attention s'il y a deux chemins qui existent. Pour R6 qui connaît les sous-réseaux 9 et 10, on va ajouter des routes vers les réseaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On remarque aussi que pour aller vers le sous-réseau numéro 8, on peut passer soit par le voisin R4 ou bien par le voisin R5. Et lorsqu'on affiche la table de routage, on verra ces deux chemins qui vont apparaître au niveau de la table de routage. Vous avez une ligne statique pour le réseau 224.0 qui est le sous-réseau 8. On dit qu'il y a deux chemins possibles. Donc soit 255.254, soit 63.254. Donc soit l'interface face Ethernet 0/0 de R4, ou bien face Ethernet 0/0 de R5. Donc lorsqu'on termine cette configuration du routage statique, on aura une connectivité totale. Donc il y aura une communication intra-sous-réseau et inter-sous-réseau. Donc tous les PC ici pourront communiquer entre eux. Donc là, on a ce qu'on appelle une topologie qui est fonctionnelle et opérationnelle. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour, par exemple, un partage de fichiers, une messagerie instantanée, etc. Alors, durant le TP, on a appris le fonctionnement de divers équipements et protocoles. On a appris le fonctionnement du protocole ARP, qui est un protocole de niveau 2,5 entre réseau et liaison, et qui permet de retrouver l'adresse MAC d'un équipement à partir de son adresse IP. Et chaque équipement qui gère une table ARP, que ce soit le routeur ou bien le PC, donc ça doit être un équipement de niveau supérieur ou égal à 3, parce qu'il y a le champ adresse IP. Donc le switch par exemple ne peut pas gérer la table ARP parce qu'il ne comprend pas le sens d'adresse IP. Donc pour afficher la table ARP au niveau d'un PC, il faut taper la commande ARP-1 au niveau de l'invite de commande Windows. Et pour afficher la table ARP d'un routeur, il faut taper la commande show ARP. Alors, la caractéristique des tables ARP, c'est qu'elles ne stockent que les équipements du même réseau local que le PC ou bien que le routeur. Pour le routeur, ça va stocker tous les équipements des réseaux directement connectés au routeur. Alors, on va essayer de visualiser les tables ARP de tous les PC et de tous les routeurs. Pour PC 1, 2 et 3, on va taper les commandes ARP-1 au niveau de tous les PC. Donc comme PC1 est seul au niveau du réseau, ça va contenir que l'interface de face Ethernet 0/0 de R1. Donc les tables ARP des PC ne stockent pas les adresses du PC lui-même. Il va stocker uniquement les autres, c'est-à-dire tous les autres équipements de son réseau. Du moment qu'il est seul avec l'interface du routeur, donc il n'y aura que l'interface du routeur. Pour PC2, ça va stocker la passerelle aussi. Pour PC3, ça va aussi stocker sa passerelle qui est face Ethernet 1/0 de R2. Et pour PC4 aussi, ça va stocker sa passerelle qui est face Ethernet 1/0 de R3. Parce que ce sont des PC qui sont seuls au niveau du réseau local. Il n'y a pas d'autres PC qui sont avec eux. On va le voir dans le cas de PC5 et 6 par exemple qui font partie du même réseau. Donc pour PC5, remarquez, ça va stocker tous les PC de son réseau local, à savoir PC 6, 7 et 8. Et ça va stocker les deux passerelles, parce que c'est un réseau à accès multiple. Donc, face Ethernet 1/0 de R4 et face Ethernet 1/0 de R5. C'est à peu près la même chose au niveau de PC6, sauf qu'on va stocker PC5 au lieu de PC6 ici, parce que le PC ne se stocke pas lui-même. C'est à peu près aussi la même chose pour PC7 et PC8, remarquez, c'est les mêmes passerelles. Pour PC7, il va stocker tous ses camarades, donc 5, 6 et 8. Et pour PC8, il va stocker 5, 6 et 7. Donc il ne se stocke pas lui-même PC8. Pour PC9 et 10 qui font partie aussi du même réseau local, ici qu'est-ce qu'on a? On a PC9, PC10 et on a 3 passerelles. Donc R4, R5 et R6 qui seront stockés au niveau des tables ARP de PC9 par exemple. Donc PC9 va stocker PC10 et les 3 passerelles. PC10 va stocker PC9 et les 3 passerelles. Donc déjà,
on peut le trouver lorsqu'on fait la délimitation des sous-réseaux. On va faire en sorte que le PC stocke tous les autres PC du réseau local et toutes les interfaces de tous les routeurs du réseau local. Il ne va pas stocker les switches et les hubs parce qu'ils sont de niveau 2. Donc voilà pour les tables ARP des PC. On passe maintenant aux tables ARP des routeurs. Donc R1, c'est un routeur qui interconnecte 3 réseaux. Donc il va stocker tous les équipements de tous les réseaux qui lui sont directement connectés. Donc là, comment c'est show ARP ou bien show IP ARP, tout dépend des versions. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le routeur stocke ses interfaces, contrairement au PC qui ne stocke pas son interface. Donc le routeur va stocker ses propres interfaces, face Ethernet 0/0, 1/0 et PC 1 et 2. Ce qu'on remarque, c'est que il ne stocke pas série 2/0. Pourquoi? Parce que les interfaces série sont des interfaces qui ne possèdent pas d'adresse MAC. Donc faites attention à ça. Donc une adresse MAC existe au niveau d'interface Ethernet et non pas d'interface série. Pourquoi? Parce que le port série, il est utilisé entre deux routeurs, on va mettre un câble série, et R1, au niveau de ce câble série, il n'a qu'un seul voisin. Donc, les câbles série permettent de créer des réseaux point à point, donc des réseaux où il y a deux équipements. Donc R1 sait que son voisin direct c'est R3, donc il va communiquer avec R3 au niveau 2 avec une adresse de diffusion. Donc il n'a pas besoin de connaître une adresse MAC de l'équipement. Et comme on utilise un câble série au niveau d'un port série, implique qu'on va utiliser une technologie différente de Ethernet. La technologie qu'on va utiliser, c'est la technologie PPP ou bien Point-to-Point Protocol. Au niveau de la technologie PPP, lorsqu'on va former des trames PPP, on ne va pas justement spécifier d'adresse MAC, contrairement à la trame Ethernet où on spécifie l'adresse MAC. Donc les interfaces série, retenez bien, elles ne possèdent pas d'adresse MAC, donc on ne les stocke pas au niveau des tables ARP des routeurs. Pour R2, il va stocker, regardez, ces interfaces, le PC, et il va stocker son interface voisine qui est face Ethernet 0/0 de R3, parce que la voisine, c'est une interface Ethernet, elle possède une adresse MAC, donc je la stocke. Par contre, il ne stocke pas celle de R3 face Ethernet 1/0, parce que c'est une interface qui ne figure pas au niveau des réseaux qui lui sont directement connectés. Pour R3, il va stocker bien sûr PC4, il va stocker sa propre interface et il va stocker l'interface voisine. Donc deux interfaces qui sont à lui, R3, le PC4 et l'interface voisine 0/0 de R2. Donc 4 lignes. Donc voilà la remarque qui dit que les interfaces série ne possèdent pas d'adresse MAC, donc on ne les stocke pas au niveau des tables ARP des routeurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le PC stocke tous les équipements de son réseau local sans se stocker lui-même. Le routeur stocke tous les équipements des réseaux qui lui sont directement connectés, donc ça soit des PC ou bien des interfaces de routeurs voisins, mais ne stocke pas ces adresses, les adresses de ces interfaces série, parce que l'interface série déjà ne possède pas d'adresse MAC. Maintenant pour R4, ça va contenir tous les PC des sous-réseaux 8 et 9, donc PC 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et ça va stocker ses propres interfaces, 4 face Ethernet 0/0 et 1/0, et ça va stocker ses voisins, donc face Ethernet 1/0 de R6, face Ethernet 6/0 de R5, et face Ethernet 1/0 de R5. Ça ne va pas stocker les interfaces 0/0 de R5 et R6, parce que ce sont des interfaces qui appartiennent à un sous-réseau qui n'est pas directement connecté à R4. Donc c'est le sous-réseau 10 qui n'est pas connecté à R4, qui est distant par rapport à R4, qui est directement connecté à R5 et R6. Même chose, on ne stocke pas celle-là, parce que ni la voisine, parce que l'interface série ne possède pas d'adresse MAC. Pour R5, donc il est là, il va contenir tous les PC des sous-réseaux 8 et 9, parce qu'ils sont directement connectés à lui. Il va contenir ces trois interfaces, 1/0, 6/0 et 0/0. Et il va aussi contenir les voisins. Donc les voisins, c'est 0/0 de R6, 0/0 de R4, et 1/0 de R6. Voilà. Donc là, normalement, c'est R5, hein, on s'est trompé ici.
ça c'est R5 et 3, ensuite deux interfaces de R4, ensuite deux interfaces de R6. Donc R5 interconnecte 8, 9 et 10, donc ça va contenir toutes les adresses de tous les équipements de ces trois sous-réseaux, que ce soit des interfaces de routeur ou bien PC. Pour R6 qui connaît les réseaux 9 et 10, donc ça va contenir uniquement les PC du réseau 9, donc PC 9 et PC 10, ça va pas contenir les PC 7, 5, 6 et 8, parce qu'ils font partie du sous-réseau 8 qui est distant par rapport à R6. Ça va contenir aussi ces interfaces, 1/0 et 0/0. Ça va contenir la voisine 0/0 de R4. Et il a aussi un voisin R5 0/0 et une autre interface 6/0 qui est aussi voisine. 1/0 de R5 par exemple ne sera pas stocké parce qu'elle fait partie du sous-réseau 8. Donc pour trouver facilement, il faut délimiter et cocher toutes les interfaces qui appartiennent au sous-réseau directement connecté à R6, en l'occurrence les sous-réseaux 9 et 10. On a aussi appris au niveau du TP le fonctionnement du switch ou bien du commutateur. On a pu expliquer pourquoi le switch fait passer des trames au niveau d'une interface, tout simplement parce qu'il gère une table MAC qui est une correspondance entre une adresse MAC d'un équipement et un numéro de port du commutateur. Pour visualiser les tables MAC des switches, il faut taper la commande show MAC address table avec des tirés du 6 qui séparent les trois mots, MAC address et table. Et on va essayer d'afficher la table MAC des 4 switches. Donc on commence par S1, show MAC address table en mode utilisateur privilégié. Donc la caractéristique aussi de la table MAC, c'est que ça ne stocke que les équipements du même réseau local que le switch. Donc le switch connaît deux équipements, PC3 et Fast Ethernet 1/0 de R2, et ben il va les stocker avec le bon numéro de port. Donc pour aller vers PC3, on sort par l'interface 0/2. Pour aller vers le routeur, on sort par l'interface 0/1. Pour la table MAC de S2, qui est ici, ça va stocker tous les équipements du réseau 8, donc celui-là, donc les PC. Donc PC 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ne sont pas concernés. On va aussi stocker l'interface 1/0 de R4 et 1/0 de R5. Ce qu'on remarque ici au niveau des numéros de port, c'est qu'on va mettre les liens directs. Donc 0/1 pour aller vers le R4, 0/2 pour aller vers PC7, 0/3 pour aller vers PC5. Ce qu'on remarque, donc tout le reste, donc PC8, PC6 et R5, il faudra passer par le switch voisin qui est S3. Donc on mettra 0/4 au niveau du port. Au niveau de la table MAC d'un switch, on ne met que les ports du switch lui-même. Donc on va pas mettre par exemple 0/1 pour aller vers R5, parce que 0/1 c'est le port de S3. Ça sera au niveau de la table de S3, qu'on va voir maintenant. Regardez, S3, ça sera le même contenu que S2, sauf les ports vont différer. Donc 0/1 pour aller vers R5, 0/2 pour aller vers R8, et tout le reste, 0/4 pour aller vers PC6, et tout le reste, donc que ça soit PC7, PC5 et R4, on passe par l'interface 0/3. Et on termine avec switch 4, qui contient tous les équipements du réseau local, donc PC9, PC10, et les trois interfaces des trois passerelles, parce qu'on a un réseau accès multiple. Pour les directions, c'est tous directs. 0/1 pour R5, 0/2 pour PC10, 0/3 pour R6, 0/5 pour R4 et 0/4 pour PC9. On va faire passer la trame vers le hub. A noter aussi que le hub, ou bien le concentrateur qui est de niveau 1, ne possède pas de table MAC. La table MAC, c'est une table exclusive au switch. Et on termine cette vidéo avec la configuration du protocole Telnet qu'on a vu en TP aussi. Donc c'est un protocole qui permet l'accès à distance à un équipement intermédiaire sans passer par un câble console. Donc on peut administrer l'équipement à distance sans être branché avec le câble console. Donc c'est un protocole qu'on peut configurer au niveau d'un commutateur ou bien d'un routeur. Et configurer Telnet revient à configurer les lignes virtuelles au niveau des équipements intermédiaires via les commandes line VTY, numéro de la première ligne jusqu'à numéro de la dernière ligne. Donc au total on a de 0 jusqu'à 15. On affecte un mot de passe d'accès Telnet et on active Telnet avec la commande login.
Donc pour configurer Telnet au niveau des routeurs, c'est exactement la même, les mêmes commandes et les mêmes étapes. Donc on va le faire pour RX, sachant que X varie de 1 à 6, donc pour R1 jusqu'à R6. Donc on a line VTY015, password on met un mot de passe Telnet, R1, R2, R3, R5, R6. Ensuite login, exit. Maintenant Telnet, lorsqu'on essaye d'aller vers le mode utilisateur privilégié, il nous demande un mot de passe d'accès en mode utilisateur privilégié. Donc il faudra le configurer via la commande enable password, mot de passe, enable routeur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien sûr, on saisit ces commandes avec le câble console et dès qu'on termine les commandes, on peut débrancher le câble console et aller au niveau du PC et taper et accéder à distance via le CMD. Alors pour les routeurs maintenant, ils ont des interfaces de configurer qu'on a déjà fait, parce que lorsqu'on essaie d'accéder en Telnet à distance, il faut taper au niveau du CMD Telnet adresse IP. Donc pour R1, il peut être accessible par 3 adresses. Les adresses des interfaces face Ethernet 0/0, 1/0 et série 2/0. Pour R2, il y a 2 adresses. Pour R3, il y a 4 adresses, etc. Donc on peut accéder au routeur par n'importe quelle interface active. Et c'est ce qu'on fait au niveau du CMD. On tape Telnet adresse IP de l'interface du routeur qu'on veut administrer à distance. On choisit n'importe quelle interface. Ensuite, il nous demande le mot de passe Telnet qu'on va saisir ici. Ensuite, on va se retrouver en mode utilisateur simple du routeur. Et lorsqu'on tape la commande enable, on va taper le mot de passe d'accès utilisateur privilégié, donc mot de passe enable qui est là. Et ensuite, on sera dans routeur dièse. On va taper configure terminal, interface, line, changer les mots de passe. On peut faire ce qu'on veut, on peut administrer notre routeur à distance. Alors, en ce qui concerne les switches, on sait que pour l'accès à distance Telnet, il faut une adresse IP. Et comme le switch ne possède pas d'adresse IP, il faudra configurer une interface virtuelle au niveau du switch. On commence par S1. Donc on configure les lignes virtuelles exactement de la même façon que les routeurs. Donc mot de passe Telnet S1, mot de passe enable S1, login, tout ça. Ensuite, on remarque que S1, c'est un routeur qui appartient au sous-réseau numéro 5. Donc, on a aussi ici la plage du sous-réseau numéro 5. Et on va configurer une interface virtuelle. Et à cette interface virtuelle, on va affecter une adresse IP. On va prendre une dernière adresse IP, parce que c'est un équipement intermédiaire. Donc, comme point 254, elle a déjà été prise par une interface d'un routeur, on va prendre par exemple 253. Regardez. On va taper interface VLAN 1, c'est le nom et numéro de l'interface virtuelle. Voici l'adresse IP, no shutdown pour l'allumer, exit. Ensuite, le switch, pour qu'il puisse répondre à un PC qui est distant, il faut qu'il sache sortir de son réseau local. Donc il faut spécifier l'adresse IP de passerelle par défaut, qui est l'adresse IP de l'interface du routeur de périphérie du sous-réseau numéro 5. Donc on va taper IP default gateway, adresse IP de l'interface du routeur ou bien la gateway. C'est la même qui est utilisée aussi par les PC. Donc c'est la gateway aussi des PC du sous-réseau 5. Ensuite, pour l'accès en Telnet au switch S1, on tape Telnet adresse IP du switch 159.253 qui est l'adresse IP de l'interface virtuelle. Ensuite, on tape le mot de passe d'accès Telnet et le mot de passe utilisateur privilégié Telnet pour S1 pour se retrouver dans S1 dièse. Donc sachant que PCY ici, ça varie de 1 à 10. Donc on peut accéder à Telnet depuis n'importe quel PC de la topologie parce que déjà le routage il est configuré, on a une connectivité qui est totale. Ensuite pour S2, même chose pour la configuration des lignes virtuelles, donc comme les routeurs comme S1. Alors S2 fait partie du sous-réseau numéro 9. Donc on va prendre l'adresse 31.252 parce que 31.254 et 31.253 c'est des adresses qui ont déjà été prises par les interfaces des routeurs R4 et R5 qui font partie du sous-réseau numéro 9. Donc on affecte cette adresse .252 à l'interface virtuelle de S2. On spécifie la gateway. Maintenant lorsqu'on spécifie la gateway, si c'est un réseau à accès multiple, on peut spécifier n'importe quelle adresse IP, que ce soit celle de R4 ou bien de R5. Ça va marcher dans tous les coups. Et lorsqu'on essaie d'accéder en Telnet à distance, depuis n'importe quel PC via le CMD, on tape l'adresse IP de l'interface virtuelle, mot de passe Telnet,
du S2 et mot de passe utilisateur privilégié de S2 pour se retrouver dans switch 2 dièse. Pour S3, même chose pour les lignes virtuelles, il fait partie du sous-réseau 9. Donc la même chose que S2, si on se rappelle, c'est un routeur, c'est un switch qui est connecté à S2 via un câble croisé. Alors, du moment que 31.252 a déjà été prise par l'interface virtuelle de S2, donc S3 va prendre l'adresse 31.251. Et passerelle, il pourra saisir soit l'interface de R4 ou bien de R5. Et l'accès se fait exactement de la même manière depuis n'importe quel PC via l'adresse 31.251. Pour S4, même chose, les lignes virtuelles, il appartient au sous-réseau 8. On se rappelle aussi que le sous-réseau 8 possède 3 passerelles. Donc 255.254 a été prise par R6, .253 a été prise par R5, 252 a été prise par R4. Donc l'interface virtuelle de S4, on va lui donner l'adresse 255.251 avec les commandes. Ensuite, le default gateway, on pourra soit saisir l'interface de R4, de R5 ou bien de R6. Ça va marcher aussi dans tous les coups. Et lorsqu'on accède en telnet à S4, depuis n'importe quel PC, de PC1 à PC10, on tape telnet adresse IP de l'interface virtuelle de S4, mot de passe d'accès telnet de S4 qui a été configuré au niveau des lignes virtuelles. Ensuite, on se retrouve dans switch 4, donc un S4 supérieur. Si on veut aller vers dièse, il faut taper enable. Et lorsqu'on tape enable, il faut saisir le mot de passe d'accès utilisateur privilégié qu'on a saisi ici pour se retrouver dans S4 dièse et administrer le switch 4 à distance, c'est-à-dire voir des fichiers, administrer, configurer des interfaces, afficher la table Mac, donc faire toutes les configurations qu'on veut à distance pour S4. Voilà donc pour cette révision générale où on a pu revoir toutes les notions, tous les concepts qu'on a vus en TP via un exercice, via le sujet de test de TP de l'année passée. Donc on a exploité la topologie avec l'adresse du réseau pair qu'on a découpé, on a affecté des adresses au PC et au routeur, on a configuré le protocole ARP, le protocole Telnet, on a affiché les tables ARP, MAC et table de routage, on a aussi configuré le routage statique et on a pu avoir une connectivité totale et une topologie opérationnelle.